Islam. Je ne sais pas s'il y a meilleure personne que moi pour vous parler de la fin de vie, mais je vous promets de rendre les choses très compliquées ce soir. Parce que plus on s'intéresse à ces questions-là, plus elles apparaissent finalement dans leur complexité. Et je pense qu'il faut surtout éviter de vouloir simplifier ce qui ne peut pas l'être. Alors effectivement, je viens en tant que membre du comité consultatif national d'éthique, chargé depuis plusieurs années de toutes les questions qui relèvent du champ des vulnérabilités des personnes et des personnes malades en particulier. Je viens à votre demande aussi pour participer à cette dimension qu'on appelle le débat public, qui peut prendre diverses formes. Le président de la République a lancé une convention citoyenne, à l'instar de ce qui avait été fait sur le climat, alors, avec des résultats qui ont été discutés. On espère simplement que ce débat produira du savoir. Je crois qu'il y a en chacun d'entre nous une espèce de savoir profane autour de ce qu'est non pas la mort, puisque personne n'en est revenu pour pouvoir en témoigner, mais de ce qu'est la vie. Et parler de la fin de la vie, c'est parler de la vie, me semble-t-il. Alors pourquoi est-ce qu'on parle à nouveau de questions de fin de vie? Pourquoi est-ce qu'on convoque à nouveau un débat public? Pourquoi est-ce que le comité consultatif national d'éthique, il y a un peu plus d'un an, s'est autosaisi sur cette question-là? L'autosaisie, ça veut dire qu'on n'a pas attendu que la présidence de la République, le gouvernement ou les grandes directions de la santé nous sollicitent, parce qu'il nous semblait important que nous prenions le temps d'analyser la complexité de cette question et de produire un avis pour le mettre à la discussion, pour le mettre au débat. Il y a un an, on s'est dit, mais au fait, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'exhumer en quelque sorte les questions relatives à la fin de vie, alors qu'on a une loi qui est assez récente. La dernière en date de 2016. On a une législation en France qui est quand même intéressante, qui est un peu inédite en Europe, par exemple. On est le seul pays qui interdit dans son droit l'acharnement thérapeutique. On n'emploie plus ce mot, on parle d'interdit des traitements jugés déraisonnables, mais je pense que le mot acharnement thérapeutique, il a encore beaucoup de sens dans l'esprit de chacun d'entre nous. La loi, elle a, depuis les années 2002, les lois Kouchner, elle a valorisé, et je pense que c'est vraiment très très bien la parole de la personne malade, ses choix, ses orientations. Vous vous rappelez probablement que depuis les années 2002, on a introduit la notion de consentement libre et éclairé dans les traitements et dans les soins, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter quelqu'un qui ne le voudrait pas. Et tout le monde peut refuser des traitements, dès lors que ces refus ou que cet accord nous semble libre et éclairé. Je reviendrai sur ces mots tout à l'heure. La loi de 2016, elle avait introduit aussi ou renforcé des dimensions qui existaient déjà dans le droit antérieur, mais la question des directives anticipées, dont vous avez déjà entendu parler. Une personne, sachant qu'elle va peut-être perdre la capacité d'exprimer son avis, peut coucher sur le papier ce qui s'appelle des directives anticipées concernant ses souhaits ou ses refus, concernant des traitements relatifs à la fin de vie. Alors, on s'est autosaisi parce qu'il nous semble que le paysage de notre société, autour des questions de fin de vie, mais pas uniquement autour des questions de fin de vie, évolue très très vite. Il y a plusieurs constats qui sont à l'origine de cette auto-saisine, et puis je vous dirai après ce qu'il y a dans cet avis qui peut interroger. Le premier constat, c'est que on voit bien qu'à mesure que se développent les progrès dans le champ de la santé, en particulier dans le domaine de la médecine, alors il ne s'agit surtout pas de nier les progrès ou de les remettre en question, sauf à être révisionniste en quelque sorte, ça serait assez stupide. Mais corrélativement à ces progrès, il y a quelque chose qu'on pourrait qualifier d'une zone d'ombre, sur laquelle on n'a pas beaucoup investi, c'est une forme d'impensé. Le corollaire des progrès, c'est le fait de pouvoir aujourd'hui vivre
de plus en plus longtemps avec des maladies, avec une dépendance, avec un handicap. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, en quelque sorte, prolonger la vie, mais dans des situations qui font discussion parfois, et qui confrontent la personne à la question de sa propre finitude. C'est vrai, je discutais hier avec des collègues neurologues, je discutais d'un patient qui est au décours d'une hémorragie cérébrale. C'est quelqu'un qui a révélé, très jeune, qui a révélé une malformation vasculaire à l'intérieur de son cerveau, qui fait une hémorragie cérébrale, qui est dans le coma, et qui lui fait des avancées formidables de l'organisation des urgences. Il a été héliporté, transporté par un hélicoptère dans un CHU, opéré en toute urgence, réanimé. Il n'est pas mort alors qu'il serait mort. Il avait littéralement une compression de son cerveau par une hémorragie. Et j'ai parlé de ce jeune homme parce que du fait de la médecine, il n'est pas mort, mais il va vivre pendant tout ce qu'il lui reste à vivre, c'est-à-dire quelques décennies, avec un handicap très sévère. Il est hémiplégique et il a une espèce de ralentissement gnosique, une difficulté à réagir rapidement, qui le handicape énormément. Et cet homme interroge le sens de son existence. Il interroge même le sens de la vie, au sens qu'est-ce que vivre veut dire dans une société qui n'aime pas trop les gens qui ne vont pas vite. Vous l'avez remarqué, ça, hein, autre évolution de notre société, nous aimons, nous valorisons, de façon implicite, mais de façon très claire, notre société valorise quand même plutôt le fait de ne pas être malade, le fait d'être plutôt jeune, et le fait d'être assez performant, si ce n'est rentable. Et vous voyez cette espèce de paradoxe, une société qui, dans un courant libéral, mondial, c'est pas la société française, ça, tend à exclure des personnes qui sont dans un état que la médecine a contribué à générer. Une espèce de paradoxe. Comment on fait? J'aurais pu prendre d'autres exemples. J'aurais pu prendre l'exemple des personnes âgées, tout simplement. Des personnes âgées qui, pour certaines d'entre elles, parce que le versant progrès des avancées techniques et scientifiques, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à vivre de plus en plus longtemps, sans maladie, sans handicap. On ne va pas s'en plaindre, sinon je pense qu'on aurait quand même beaucoup moins de monde ce soir. Hein. On ne va pas s'en plaindre, mais c'est heureux. Mais corrélativement à cette avancée du progrès, on a aujourd'hui à accompagner des personnes qui sont âgées, qui cumulent plusieurs maladies. Et ça, c'est une espèce de donnée un peu inédite. Le médecin que je suis a appris à soigner des maladies par maladie, mais là, on a des personnes qui cumulent ce qu'on appelle des polypathologies, qui s'associent parfois à une perte de leur indépendance. Ils ont besoin d'autrui pour les gestes courants, de la vie courante, pardon. Et parfois des troubles des fonctions supérieures, une altération de la capacité à décider pour soi. Ce qui est frappant, ce qui est marquant dans notre société, c'est que ces situations confrontent à la fois les personnes à une société qui, sans le dire, les rejette, et confrontent ces personnes à une souffrance existentielle relativement importante. Ça, c'est une première raison qui nous a amené à repenser la pertinence ou pas de faire évoluer le droit, parce que le droit actuel, le droit de 2016, donc très récent, nous semble parfaitement adapté aux situations de toute fin de vie. Vous savez que le droit a introduit, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, un droit même à ce qu'on appelle la sédation profonde et continue. On peut endormir une personne à sa demande lorsque, à quelques heures ou à quelques jours de son décès, elle pose la question du sens que être conscient peut vouloir dire lorsque la conscience n'est plus que souffrance. Le droit est allé jusque-là, jusqu'à rendre possible le fait d'endormir des personnes. Mais ce à quoi nous sommes et nous serons de plus en plus confrontés, c'est à des questions qui se posent relatives à la finitude, pas sur la toute fin de vie, mais sur une période beaucoup plus longue. J'ajoute quelques points qui nous ont amenés à nous questionner, c'est que notre société traverse
après la crise sanitaire, cette crise a révélé une crise beaucoup plus profonde de nos sociétés. C'est une crise aussi internationale, une crise des systèmes de santé. Hein. J'étais au Canada il y a quelques jours, où je vois que le système de santé est aussi en train d'exploser. J'étais en Allemagne il y a quelques mois. Les systèmes de santé sont au bord parfois de l'abîme. Vous le savez, hein, on n'a plus assez de soignants pour soigner. On est obligé de fermer des lits dans les hôpitaux en particulier. Et probablement l'analyse qu'on peut faire, d'ailleurs je vous recommande un autre avis du Comité national d'éthique, qui est l'avis 140, sur les fondements éthiques d'une rénovation du système de soins. On voit bien qu'il y a aujourd'hui dans le monde du soin, que certains chercheurs canadiens, Lise Langlois en particulier, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, appellent une souffrance éthique. C'est-à-dire que les professionnels se demandent ce que soigner veut dire maintenant. Ils sont confrontés à une question du sens quand, précisément, ils s'aperçoivent aussi que la médecine participe de la fabrique de situations très complexes, voire insensées. Les professionnels, dans cette crise, dénoncent le fait que les temps ne se croisent plus. Les temps des malades ont du mal à croiser les temps des soignants. Les exigences qu'on peut comprendre de performance du système de santé font que quelque chose de fondamental a été réduit. C'est ce que vous nommiez tout à l'heure, c'est le temps de la relation, c'est le temps de l'écoute, c'est le temps de la discussion, c'est le temps qui nous permet de connaître les personnes, leurs souffrances, leurs références, ce qui fait sens pour elles. Pas valorisé aujourd'hui, et c'est probablement quelque chose qui met en difficulté à la fois les soignants et des personnes malades. Leur temps ne se croise plus. Cette crise, elle s'insère aussi dans une crise plus profonde, plus sociétale, avec un très très fort mouvement qu'on pourrait qualifier d'autonomiste dans notre société. Alors pas uniquement, encore une fois, notre société française, mais il y a un courant depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années très fort, qui revendique le droit de pouvoir décider pour soi, dans son existence, et donc aussi de décider pour sa fin de vie. On peut être d'accord ou pas d'accord, je nomme là des évolutions sociologiques, presque des évolutions socio-anthropologiques. Le rapport à la vie, le rapport à autrui est en train de se modifier assez fondamentalement. Et vous voyez qu'à la croisée de ces éléments de crise, l'hôpital en détresse, le système de santé en détresse, une augmentation des situations complexes de fin de vie, une difficulté pour les soignants de soigner, des limitations quantitatives au niveau des hôpitaux. Je me tourne vers vous parce que je pense qu'on ne va pas tarder à se tourner vers les associations pour se substituer. Ça serait un risque de mon point de vue, hein, se substituer aux défauts ou déficits des professionnels. Parce qu'en fait, en face des questions de vulnérabilité qui sont ainsi générées par les avancées de la médecine, il y a un besoin de solidarité. Et pour nous, c'est la raison pour laquelle on s'est autosaisi. Il nous apparaît fondamental, au nom du Comité national d'éthique, que les solidarités vis-à-vis des personnes en situation de vulnérabilité liée à leur santé, que ces solidarités soient une priorité. Ça nous semble être un enjeu politique majeur, éthique et politique, que de considérer qu'une personne, parce qu'elle est en situation de vulnérabilité, du fait de son âge, du fait d'une maladie grave, etc., doit être respectée, doit être accompagnée, doit ne pas être précipitée vers ce que l'on commence à voir ici ou là, et qui émerge et qu'on appelle un sentiment d'indignité, c'est-à-dire le sentiment d'être un peu une charge, d'être en trop, d'être réifié, comme on le dit, d'être transformé en objet, de devenir un problème plutôt qu'être un sujet. C'est un risque réel dans une société qui ne s'interrogerait pas. Donc un des enjeux du débat, c'est de s'interroger sur ces questions-là. J'ajoute un dernier point de contexte, pas très gai, hein, tout ce que je vous raconte ce soir, hein, mais j'ajoute un dernier point de contexte que je relisais dans le train en venant tout à l'heure, en relisant un des rapports des Petits Frères des Pauvres ou de la Fondation de France sur l'augmentation des situations de solitude des personnes en France. Et justement, ce qui m'interroge moi en lisant au travers des lignes, c'est que les solitudes, elles touchent aussi, et peut-être surtout, des personnes qui auraient besoin de ne pas être seules. Des malades, des personnes âgées, etc. Alors
expliquer ces solitudes, c'est pas l'enjeu de la réunion de ce soir, mais vous voyez bien qu'il y a une espèce de paradoxe. On va se tourner par défaut d'offres, par exemple dans le milieu hospitalier, vers le domicile où il y a un déficit, là aussi, de ressources. Au-delà des professionnels de santé, vous savez que la France manque de plus d'1 million d'aides à domicile, par exemple, qui sont les personnes peut-être les plus importantes dans cette période de la vie. Alors, on ajoute à cela un fait social, sociologique évident, c'est que vous vous en rendez compte, je pense, c'est qu'en 30 ou 50 ans, la fin de la vie est passée d'une question qu'on aurait pu qualifier de socio-familiale à une question souvent médicale. On meurt à l'hôpital, très majoritairement. Et un des enjeux n'est pas tant le lieu du décès, mais le lieu de la fin de son existence. Puisqu'on augmente le temps de la fin de la vie, il faudrait que ce temps ait du sens et puisse se dérouler dans des lieux qui font sens pour les personnes. Vous voyez, les enjeux sont importants, sont complexes, et pour répondre à ces enjeux, on s'est demandé effectivement si le droit était un outil. Et il nous apparaît que le droit est un outil, mais juste un outil. Il nous apparaît fondamental, mais ça ne vous surprendra pas dans la suite de ce que je viens de dire, dans l'avis du Comité consultatif national d'éthique incite énormément à développer ce qu'on pourrait appeler une culture palliative dans ce pays. Une culture palliative, ça veut dire, si on regarde du côté des professionnels du monde de la santé, une culture intégrée à la pratique des professionnels qui consiste à accompagner les personnes, à traiter les inconforts, à écouter la souffrance d'autrui. C'est revenir à une dimension qu'on a un petit peu oubliée et qui s'enseigne, qui ne s'enseigne pas assez, mais qui devrait être beaucoup plus enseignée. Et qui ferait que, par exemple, un médecin pourrait, au terme d'une discussion avec des collègues, avec une personne malade, avec les proches de cette personne, décider qu'il n'est pas forcément utile de faire au seul motif que l'on sait faire, des traitements. La grande difficulté pour un médecin aujourd'hui, c'est paradoxalement de ne pas faire, quand on a appris à faire. Et qu'en faire peut produire plus de maléfices que de bénéfices. Il s'agit de décider de ne pas faire. Et cette culture palliative, si elle était développée, elle éviterait probablement que la médecine ne génère des situations, parfois, de survie très complexes. Tout en n'obérant pas la réalité du progrès de la médecine qui permet des fins de vie plutôt une dernière partie de la vie qui peut être très, très, très agréable et très valorisée. Et puis la culture palliative, c'est aussi une culture qui se tourne vers chacun d'entre nous, vers le citoyen. Et de notre point de vue, je le disais tout à l'heure, qui dit vulnérabilité devrait pouvoir dire solidarité en face des vulnérabilités. Les solidarités, c'est quelque chose qui devrait, de notre point de vue en tout cas, s'enseigner à l'école, dans l'éducation. La question de la finitude humaine, la question de la mort, c'est une question qui n'effraie pas les enfants, elle effraie plutôt les parents. Et penser la vie comme étant close entre un début et une fin est probablement amener les enfants à penser le sens de la vie et le sens de la vie en société. Et donc, l'aide à autrui, les solidarités, toute forme de solidarité. Il y a quelque chose qui serait terrible, c'est de réduire les solidarités au bénévolat, par exemple. Je pense réellement qu'autant le bénévolat est une nécessité dans une société. On a dit, s'il n'y a plus de bénévolat, il n'y a plus de vie sociale, tout simplement. Et réduire tout ce qui serait solidarité au bénévolat, à mon avis, ça serait une démission politique. Donc, nous poussons dans cet avis à ce que, réellement, au-delà des effets d'annonce, au-delà des discours, parce que nous sommes un pays qui fait de très beaux discours et écrit de très beaux textes. Quand on réalise un avis au Comité national d'éthique, on pile littéralement tout ce qui a été publié.
on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut inventer de nouveau autour de tout ça? Tout ce qui est écrit est magnifique. Les attendus de la loi, les débats qu'il y a eu en amont, etc. Et on s'intéresse à ce que ça a donné, et pas à ce qui est écrit. Le hiatus entre la réalité et la théorie, ce hiatus est important. On manque de culture palliative. Je parle de culture palliative pour éviter de tout le temps parler de service de soins palliatifs. Parce que je pense qu'il y a une dimension vraiment qui doit être irriguée de l'ensemble des compétences. Bien sûr qu'il faut des structures de soins palliatifs. Enfin, ce qu'il faudrait, c'est aussi des professionnels pour pouvoir travailler dans ces structures. Et je vous disais la crise que nous traversons actuellement. Donc, ça n'est pas en démultipliant les structures pour des structures qu'on peut changer radicalement un rapport à cette question complexe qu'est celle de la famille. Néanmoins, nous sommes allés plus loin dans cet avis, néanmoins, nous nous sommes dit, mais nous voyons bien qu'à mesure que la médecine progresse, comme je le vous disais tout à l'heure, et corrélativement à ce progrès, elle génère la possibilité de vivre beaucoup plus longtemps dans des situations d'incurabilité. Certains cancers, on guérit la moitié des cancers, et il y a un bon tiers des personnes atteintes de cancer qui vivent avec une maladie qui ne va pas guérir. Elles sont freinées, c'est incroyable d'ailleurs de voir en quelques années les traitements qui ont permis l'augmentation de l'espérance de vie avec la maladie. Mais vivre avec une maladie qui ne guérira pas, ce n'est pas une vie toujours simple. D'ailleurs, elle est rarement simple. Ça modifie le rapport à soi, le rapport à son corps, le rapport à son environnement, le rapport à ce qui faisait référence avant. Ça peut être une source de souffrance importante. Ça peut s'accompagner d'un confort majeur, parfois. Rarement, heureusement, qu'il faut savoir traiter. Mais on voit qu'aujourd'hui émerge, dans notre société, dans ce monde que j'essaie de décrire, des personnes confrontées à leur incurabilité, des demandes d'aide active à mourir. Alors on pourrait dire, la loi suffit, la loi répond à tout, il faut pas changer ça. Alors je ne sais pas, puisque ça ne nous appartient pas au titre du CCNE, s'il faut que le droit évolue ou pas, mais ce que je sais, c'est que s'il doit évoluer, il faut qu'il évolue avec un éclairage éthique extrêmement important. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire. Le droit actuel, je vous le répète, ne répond pas à ces demandes qui sont rares, on les estime à 3% des demandes d'aide active à mourir, c'est pas beaucoup, 3%, perdurent malgré une prise en soin correctement menée. C'est pas beaucoup, mais ça n'est pas parce que c'est rare que ça ne doit pas être pensé. Il s'agit de personnes souffrantes. Et il s'agit de personnes qui expriment une volonté. Et précisément, nous nous sommes dit, mais que signifie cette volonté de mourir des personnes qui ne sont pas à court terme de leur toute fin de vie? Est-ce que cette volonté, est-ce que cette demande qui nous est faite parfois exprime réellement une volonté? Et on voit bien qu'il y a lieu là de bien travailler sur cette distinction entre une demande ne signifie pas, rarement d'ailleurs, une volonté. Une demande, elle peut être le fruit d'un épuisement de la personne. Elle peut être le fait d'un confort réfractaire, ou en tout cas qui perdure chez la personne. Elle peut être, comme je vous le disais, le fait d'autrui, le fait du regard que notre société porte sur ces personnes. C'est impressionnant de voir, par exemple, quand on s'intéresse à cette dimension, je nommais ça, j'appelais ça le sentiment d'indignité tout à l'heure, des personnes qui expriment le fait, le sentiment de ne plus être autre chose qu'une charge pour autrui ou un problème. Vous savez que lorsque je dirigeais l'Observatoire national de la fin de vie, on avait montré que une des explications du pic de suicide chez les personnes âgées, en France par rapport à d'autres pays, se situait dans cette explication-là. C'est-à-dire quand on en arrive à décider pour autrui de ce qui est bon pour lui, l'institutionnalisation par exemple, par défaut d'autres possibilités, eh bien, c'est vécu comme une forme d'irrespect du respect du choix des personnes. Et on a ainsi un certain nombre de suicides pour éviter d'être contraint, d'être privé de liberté, au nom de la sécurité, toujours, bien entendu, les enjeux.
Donc on s'est dit, voilà, il faut au minimum développer une vraie compétence dans l'écoute de la souffrance existentielle de ces personnes. Et quand, très rarement, exceptionnellement, ces demandes perdurent, malgré une prise en soins correctement menée, malgré un accompagnement professionnel, bénévole, un environnement valorisant des personnes, cette demande perdure, est-ce que, pour autant, il faut dire, dans ces cas-là, il faut une aide active à mourir? Alors on a beaucoup travaillé sur cette notion d'aide active à mourir, hein, qui était dans une proposition de loi qui avait été portée, qui a d'ailleurs failli passer dans la suite d'une niche parlementaire en 2021, je crois. Proposition de loi portée par M. Malorny, député. Nous, on a essayé, on aimerait qu'on distingue bien les choses, parce que vous le verrez si vous lisez cet avis, la distinction est pour nous, en tout cas très importante, entre la question de l'assistance au suicide et la question de l'euthanasie. L'assistance au suicide, c'est ce qui se passe en Suisse, par exemple. Ça n'est pas interdit en Suisse, hein, et c'est dépénalisé dans 6 ou 7 États des États-Unis, par exemple. Je prends l'exemple de l'Oregon. L'Oregon, c'est un État des États-Unis qui, depuis 1994, a dépénalisé l'assistance au suicide pour des personnes atteintes de maladies incurables, dont l'espérance de vie est évaluée à moins de 6 mois, avec toute l'imprécision que ça peut comporter, tout cela, mais il s'avère que, même si c'est imprécis, c'est rarement totalement erroné. Vous le savez peut-être, hein, dans ce pays, lorsque vous êtes atteint d'une maladie incurable, dont le pronostic est évalué à moyen terme, en référence au droit français qui permet la gestion du court terme, ça ouvre un droit à la personne d'aller se procurer un produit létal qu'elle peut absorber, ou pas. C'est intéressant de voir, puisqu'il y a des travaux de recherche. Hein. Moi, vous le sentez dans mon propos, j'aime beaucoup m'appuyer sur les faits, et les faits issus aussi des données de la recherche. Je trouve qu'autrement, on peut tous parler, avoir un avis, etc. Mais je trouve qu'il est important qu'on s'appuie sur des données de la recherche. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai beaucoup travaillé sur des données de la recherche dans ce pays, qui sont intéressantes. Plus d'un tiers, parfois la moitié des demandes, pourtant, qui ont été validées d'assistance au suicide, n'aboutit pas. Les personnes ne vont pas chercher le produit qu'elles ont pourtant demandé, auquel elles ont droit. Elles ont demandé une assistance médicale à mourir, et elles ne vont pas chercher le produit. Et puis parmi celles qui vont le chercher, un tiers d'entre elles ne l'absorbent pas, finalement. Et l'ensemble des personnes interrogées trouvent que c'est rassurant de savoir qu'ils peuvent y avoir accès. Il n'y a pas eu d'impact, je parle de l'Oregon, hein, il n'y a pas eu d'impact important sur les taux de suicide. On a une augmentation de 0,3% des suicides, ce qui n'est pas rien, mais je vous citerai éventuellement les chiffres de ce qu'on peut dire dans les pays qui ont dépénalisé, non pas l'assistance au suicide, mais l'euthanasie. Et au-delà des chiffres, sur un plan, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand bien même nous pensons qu'une demande exprime la volonté d'une personne, que cette demande n'est pas influencée par des raisons internes, la douleur par exemple, des raisons externes, l'influence sociale, etc. Eh bien, les personnes hésitent encore, voire reviennent sur leur décision. Et cette dimension-là permet de respecter aussi cette ultime possibilité de changer la vie, si je peux dire les choses comme ça. Et c'est important. J'interrogeais, pour les besoins de cet avis, les représentants d'une association suisse. Alors là, en Suisse, c'est porté par des associations, l'assistance au suicide, ce qui, moi, me pose énormément de problèmes. Fondamentalement, c'est un peu facile de se retourner vers les associations pour ça, et c'est payant, et c'est coûteux. Donc alors là, ça en ajoute, à mon avis, sur la critique. Et peu importe, au-delà de tout cela, le responsable d'une association qui organise en quelque sorte l'assistance au suicide me précisait, documents à l'appui, alors on n'est pas sur des documents de recherche, donc c'est pour ça que j'insiste moins, mais que près de 70% des demandes initiales ne sont pas suivies, en quelque sorte. Les gens contactent les associations,
ont un entretien avec un médecin pour vérifier qu'ils rentrent dans un cadre, et puis ne donnent pas suite. Donc vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre d'une dimension où, finalement, quand on se dit qu'il faut respecter l'autonomie de décision de la personne, il faut respecter aussi sa capacité à ne finalement pas faire ce qu'elle avait pourtant elle-même demandé de faire. Ce qui n'est pas le cas quand on parle d'euthanasie, de notre point de vue, je parle au nom du CCNE en vous disant cela, hein. L'euthanasie, c'est le fait de solliciter un tiers qui injecte ou administre un produit létal. Ce tiers, il a un rôle important à jouer, et vous voyez bien que, pour nous, la distinction entre ces deux formes d'aide à mourir, elle est fondamentale. C'est-à-dire que ce choix qui perdure jusqu'à la toute fin de la vie, il disparaît quand c'est un tiers qui administre un produit létal. C'est évident, on ne peut pas revenir quand on a été euthanasié. Et ça corrobore cette réflexion-là des travaux qu'on avait pu mener avec les équipes de recherche, avec l'INED par exemple, j'avais publié en 2011 des travaux qui montraient que plus on s'approche de la fin de sa vie, plus on change souvent d'avis. Et c'est montré, cela, je crois qu'on peut se référer à ces travaux, c'est intéressant. En revanche, quand on est bien portant, on a les idées très claires là-dessus. C'est pour ça que les sondages d'opinion sont très clairs là-dessus. Nous avons massivement 90% des Français qui se prononcent comme étant favorables à l'euthanasie. Et ces sondages ne portent pas sur les personnes directement intéressées, hein, c'est des citoyens qu'on interroge. Et donc c'est pour ça qu'il faut accorder de l'importance, c'est signifiant, un taux pareil, mais une importance relative quand vous voyez que le public interviewé n'est pas celui qui est principalement concerné. Il l'est en tant que citoyen, ce serait plus respectueux de dire cela aussi. Mais il faut pondérer tout cela avec beaucoup de modestie, me semble-t-il, et pas partir sur des... Il ne faut pas confondre ces convictions qu'on a tous le droit d'avoir, à quel âge qu'on soit, à quel niveau qu'on se trouve autour de ces questions-là. Il ne faut jamais confondre ces convictions avec des certitudes. Moi, je suis impressionné de voir dans la carrière qui était la mienne combien les choses se passent rarement comme on pensait qu'elles se passeraient. Néanmoins, je trouve qu'on doit respecter une demande qui perdure chez une personne et qui se traduit éventuellement par le suicide de la personne. Ça n'est pas parce que même moralement, on ne serait pas d'accord avec cela, qu'en tant que professionnel de santé, on doit nier le fait que mes références morales ne sont pas forcément celles d'autrui. Et on doit pouvoir les respecter. Vous voyez, cette distinction nous amènera probablement à essayer d'éclairer nos législateurs sur cette dimension qui est quand même, à mon avis, qui peut apparaître subtile. Hein. Je ne sais plus qui me disait l'autre jour, c'est la même chose, tout ça. Mais non, c'est pas la même chose, et il y a intérêt à ce que ça soit vraiment très clair, tout ça. Je vais terminer mon propos pour vous dire que le CCNE craint, et a exprimé sa crainte, d'une évolution éventuelle du droit. Ce n'est pas qu'il craint l'évolution du droit. Le droit, c'est vivant, c'est fait pour évoluer. Et il craint une évolution du droit qui ne s'accompagnerait pas d'une évolution politique. En clair, la majorité, puisque je vous donnerai aussi une opinion divergente qu'il y a eu auprès de 8 membres du CCNE, on est quasiment d'accord sur tout ce que je vous ai dit là, mais il y a un petit point de désaccord qu'on a publié d'ailleurs, parce que ça, je trouve intéressant qu'on publie des désaccords sur ces questions-là. La majorité des personnes pensent qu'il faut traiter ces deux questions de façon en parallèle. C'est-à-dire qu'il faut absolument éviter une loi sèche, une loi qui autoriserait l'aide active à mourir, mais qui ne développerait pas l'accompagnement des personnes les plus vulnérables. Une politique de, comment dirais-je, de soutien et d'accompagnement, de développement des soins palliatifs, d'accompagnement du vieillissement. Hein. Je suis toujours en attente des suites des nombreux rapports qu'on a eus sur le vieillissement, qui étaient de très beaux rapports, le rapport Libaud, etc. Bon, pas de suite pour l'instant. Et donc pour nous, la condition sine qua non pour pouvoir entrer dans une réflexion sur une éventuelle évolution du droit, c'est l'engagement, qui n'est pas de façade, qui n'est pas quelques petits millions qu'on donne à grands coups de publicité pour dire qu'on développe les soins palliatifs, sans les développer d'ailleurs. Et il faut engager des réformes profondes du système de santé, permettre le domicile, permettre l'accompagnement dans les EHPAD,
permettre la formation et la recherche sur ces questions. Et ça nous semble fondamental, et on est demandeur, très clairement, de preuve que derrière le discours, il y a une réalité. À cette condition, et seulement à cette condition, il nous apparaît nécessaire, important, d'ouvrir une discussion sur les évolutions éventuelles du droit, mais dans les limites de ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, pas ouvrir comme ça une aide active à mourir, c'est est-ce qu'une demande témoigne de la volonté d'une personne? Il y a tout un travail à faire autour de tout cela. Et ensuite, bien distinguer la question de l'assistance au suicide, qui nous semble pouvoir respecter l'autonomie de certaines personnes, la revendication d'autonomie des personnes, tout en étant dans une logique de solidarité vers ces personnes. En revanche, on est, vous l'avez compris, beaucoup plus dubitatif sur la question de l'euthanasie, dont je vous rappelle qu'elle évite, malheureusement, la possibilité de rétractation, en quelque sorte, de la personne. Et puis, certains parmi nous, 8 membres du CCNE, ont dit, nous, on est d'accord jusque-là, sauf que pour nous, il faut qu'on attende d'avoir une culture palliative dont on a prouvé qu'elle est réellement développée avant de penser le droit. La majorité dit qu'il faut développer les soins palliatifs et réfléchir au droit en même temps, et l'autre, la minorité, pense que l'un doit conditionner l'autre. J'avoue que moi, je pense qu'on est sur deux problématiques qui ne sont pas différentes, qui sont liées, mais ça n'est quand bien même nous aurions une véritable, ce qu'on pourrait appeler une culture palliative qui soit totalement développée, eh bien les questions dont je vous parlais tout à l'heure, les réflexions qu'ont des personnes par rapport à une demande d'aide active à mourir, elles perturberont. Donc il ne faut pas les nier, il ne faut pas escamoter cette réalité-là, me semble-t-il. Voilà où on en est, vous voyez, donc c'est très compliqué. On va donner, cet avis, on l'a sorti pour qu'il soit mis au débat. Ce qui est en train de s'organiser, donc ce sont des débats comme celui qu'on va avoir là, des réunions avec des espaces de réflexion éthique, des réunions avec les conférences régionales de santé et de l'autonomie, là où il y a des citoyens qui participent activement à la question de la santé. On a des réunions avec les sociétés savantes au ministère de la Santé, on a des réunions avec les parlementaires pour les éclairer autour de cette réalité-là. Et puis cette convention citoyenne qui consiste à sélectionner un panel de citoyens représentatifs de notre société, 150 personnes, vont être recrutés en quelque sorte pour, pendant 3 mois, analyser ces questions. Ces gens-là, ils travaillent, on continue à les payer, mais ils sont mis en dehors. Il y en a peut-être un parmi vous ou deux qui ont été sollicités. D'ailleurs, ceux qui organisent ça m'ont fait savoir combien il était difficile de recruter 150 personnes pour, pendant 3 mois, se taper une réflexion sur la fin de vie, exclusivement. Donc, ces citoyens organisent eux-mêmes les auditions qu'ils doivent avoir, posent toutes les questions qu'ils veulent poser et aboutissent à l'expression d'une opinion qui sera prise en compte, pas forcément comme argent comptant, entre guillemets, puisqu'on est dans, je vous le rappelle, c'est un exercice de débat citoyen dans une logique de démocratie parlementaire. Donc c'est au final les parlementaires qui vont avoir à penser, construire ou voter, selon qu'on est dans une proposition, un projet de loi, une loi éventuelle. D'ailleurs, il n'est même pas dit aujourd'hui que la loi changera. Vous voyez, toutes ces réalités complexes qui, de toute façon, loi ou pas, sont réelles, ce que je vous expliquais là, c'est complexe. Et je pense qu'il faut que les citoyens que nous sommes, nous continuions la réflexion sur ces questions-là. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de penser que c'est aux autres de faire tout cela. Et pour moi, c'est important. C'est d'autant plus important que nous débattions, que nous sommes dans une période de crise, où le risque, très clairement, c'est les dérives populistes. Le populisme sur des questions comme ça, c'est dire, bon, écoutez, on ne va pas s'embarrasser, les réponses sont simples. Le populisme, c'est aussi le risque de dire, bah, écoutez, le système de santé est en grande difficulté, on a là une possibilité de réduire les coûts de fin de vie qui seraient inappropriés. Ça, pour moi, l'inhumanité serait en marche, si je peux dire les choses comme ça. Et donc, nous interpellons clairement nos décideurs
sur cette exigence politique de faire un choix, qui est le choix du respect des personnes vulnérables. Ça veut dire que ça va engager des moyens. Ça veut dire que les moyens qu'on mettra là, on ne les mettra pas forcément ailleurs, puisqu'on n'aura plus les moyens de toutes nos ambitions. Et c'est un choix de société majeur, me semble-t-il. Je fais partie de ceux qui pensent que si notre espèce animale a survécu par rapport à d'autres espèces qui sont on entend régulièrement la disparition d'autres espèces, c'est probablement que nous avons eu la capacité de faire société, à la différence d'autres espèces. Nous faisons société, faire société, puisque nous sommes dotés, paraît-il, d'une conscience, paraît-il parfois d'une intelligence, le fait de faire société, c'est destiné à protéger, dans un collectif, les plus vulnérables. Et si on commence à remettre en question cette dimension du lien social, en quelque sorte, à mon avis, on court à notre propre perte, voire à notre disparition, à nous, à terme. Il y a quelque chose d'un enjeu majeur dans ce qui se noue autour du débat sur la fin de vie. Comme je vous le disais, c'est un débat qui engage notre société, me semble-t-il, pour son propre avenir. Et encore une fois, je suis un défenseur, bien entendu, de la démocratie et du débat. Et je pense beaucoup qu'il faut que de ce débat sorte le respect de l'homme, en quelque sorte. Voilà, je vais m'arrêter là et puis je vous laisse me poser toutes les questions que vous voulez, tout ce que vous avez toujours voulu savoir, non pas sur le sexe, parce que je pense que je ne pourrais pas le dire sans que j'ai jamais osé le demander, mais j'essaierai de répondre modestement parce que vous voyez bien que tout cela est compliqué et qu'il n'y a pas pour moi là une forme de militantisme quelconque, mais une forme de tentative d'éclairage de la réalité complexe de ces questions. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer, au contraire, vous le sentez bien, mais qu'il faut peut-être remettre en question la façon dont nous avons fait jusqu'à maintenant. Je vous remercie. Elle n'est pas si naïve que ça, votre question. Hein. Elle est même au cœur de la complexité. Moi, je pense que souvent le médecin est sollicité, mais le médecin n'en est pas moins un homme, une femme, enfin, avec sa dimension subjective. Il faut faire très attention, quand je vous disais tout à l'heure, quand il s'agit de vérifier que la demande de quelqu'un correspond réellement à sa volonté. Dans cet avis, si vous le lisez, vous verrez, on recommande fortement que toute décision de dire, ben voilà, cette personne est effectivement en situation de fin de vie à moyen terme et admettons qu'elle rentrerait dans une dimension d'accessibilité à un produit létal. Une telle décision ne peut pas reposer sur une personne, pas plus d'ailleurs un médecin qu'un proche. Vous imaginez toutes les dérives possibles qui sont possibles. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'il faut que ça soit qu'il y ait une délibération collective, en quelque sorte. Le médecin ou le soignant, à qui souvent cette demande s'adresse, doit pouvoir, à mon avis, discuter du fondement de cette demande avec tous ceux qui interviennent dans la vie et le soin de la personne, pour arriver d'ailleurs à ce que, si décision il y a, elle soit aussi entendue par tout un environnement. Parce que c'est une remarque qu'on peut faire aussi, ça je déborde de la question posée, mais il ne faut pas nier le fait, il y a quelques études, pas beaucoup, qui commencent à montrer, par exemple, qu'en Belgique, le fait de pratiquer l'euthanasie aboutit, chez certains professionnels, à une remise en question de ce que soigner veut dire. Il y a quelques études qui montrent, pas chez tout le monde, hein, il ne s'agit pas d'être, c'est 100%, etc., mais tout de même, ça semble signifiant. Et puis surtout, ce qui apparaît, qui n'avait pas été pointé avant qu'on ne fasse de la recherche là-dessus, dans ces pays qui ont dépénalisé l'euthanasie, je pense aux Pays-Bas et à la Belgique en particulier, ce qui apparaît, ce sont des deuils compliqués chez les proches qui ont validé les demandes, mais où il y a eu assez peu, finalement, de temps de discussion, puisqu'on respecte, je ne veux pas caricaturer, parce que dans ces pays, alors, il y a des dérives, ok, mais il n'y a surtout pas de dérives en général, mais
En réalité, dans ces pays un peu du nord de l'Europe, la parole de la personne malade prévaut sur toute autre parole. Et en quelque sorte, les proches acceptent parfois une demande comme celle-ci, puis s'interrogent sur leur responsabilité dans ce qui s'est passé, voire éprouvent une culpabilité autour de tout cela. Donc il y a tout un travail délicat qui est un travail de prévention des éventuels deuils compliqués pour les proches. Il faut penser aussi quand on est sur des questions comme celle-ci. Mais vous voyez que je pense qu'il faut surtout éviter de confier à une seule personne, médecin ou pas, une forme de décision comme celle-ci. C'est trop sérieux. On doit être confié à la subjectivité de cette question-là. Même si le médecin est quelqu'un de rigoureux, c'est pas le propos. Il n'en est pas moins un être subjectif qui peut être touché par la souffrance de la personne et être dans une forme de compassion, en quelque sorte. Et il faut faire très attention de notre point de vue. En tout cas, si le législateur veut faire évoluer le droit, il faut qu'autour de ce travail qui analyse la demande pour s'assurer qu'elle est une volonté, il faut aussi qu'il y ait un environnement qui valide en quelque sorte ces orientations quand elles se prêtent. Ça m'apparaît en tout cas très important. Alors après, il y avait une autre question dans votre question, c'est finalement, est-ce que c'est un problème médical, ça? C'est sûr que, de ce point de vue-là, on voit aussi la différence entre l'assistance au suicide et l'euthanasie, parce que l'assistance au suicide, au-delà, je parle d'un pays que je connais bien, l'Oregon, d'une législation que je connais bien, au-delà d'avoir dit oui, je confirme en tant que médecin que cette personne est bien atteinte d'une maladie et que je pense que malheureusement son pronostic est engagé à moyen terme, c'est le patient, c'est la personne qui gère ou pas la prise de son produit. L'intervention médicale, elle est limitée à ce que je viens de vous dire. En revanche, dans les pays qui pratiquent l'euthanasie, les pays dont je vous ai parlé en particulier, l'implication médicale, elle est souvent très forte. Au point qu'on peut même se demander, je me rappelle d'un parlementaire, un collègue parlementaire d'ailleurs, on a aussi des médecins qui sont parlementaires, qui me disait, mais c'est évident qu'il faut que ce soit les médecins qui fassent ça. Je lui ai dit, écoutez, ça a l'air d'être très simple pour vous, de là où vous vous situez, de demander aux médecins de le faire, mais c'est forcément compliqué pour un médecin de faire ça. Il y a quand même une forme de tension évidente pour un professionnel de santé, médecin, infirmière, à être celui qui accompagne la personne et celui qui administre un produit létal. Il y a une forme de paradoxe entre ces deux choix. Ça peut mettre en tension des personnes, des professionnels. Il y en a qui disent que ça ne les met pas en tension. Il y en a qui disent que pour eux, ça peut être un aboutissement, tout cela. Il n'en reste pas moins vrai qu'à mon avis, ça ne peut pas être anodin. Je me rappelle avoir dit à ce parlementaire, écoutez, il y a une chose qui va être... Parce que ça lui semblait, il s'énervait même, parce qu'il trouvait qu'on n'allait pas assez vite dans ce pays sur ces questions-là. Moi, je lui avais dit, écoutez, il y a un moyen d'aller assez vite. Hein. Vous ouvrez une officine annexée à l'Assemblée nationale, vous pratiquez les euthanasies dont vous dites que ce n'est pas un problème. Ah, c'est compliqué, me dit-il. Ça serait compliqué. Je dis, c'est pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué pour tout le monde. C'est pas forcément un acte médical. Pour moi, la question dont on parle, c'est le respect de la volonté de la personne, tout en ayant bien réfléchi à vérifier que c'est bien de sa volonté qu'il s'agit. Et transformer ça en un acte médical est, à mon avis, discutable, très discutable. C'est pourquoi j'insiste pour dire qu'il y a une vraie différence entre la question de l'assistance au suicide et la question de l'euthanasie. Je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que dans un cas, les gens peuvent se rétracter, et c'est vrai, ils le font très souvent. Je ne savais pas avant d'avoir lu les résultats de ces travaux de recherche. Et dans l'autre cas, il n'y a aucune possibilité de revenir, puisqu'on confie à un tiers. Et ce tiers n'est pas neutre. C'est pas possible qu'on soit neutre quand on injecte un produit létal à quelqu'un.
c'est encore forcément une question compliquée, parce que je vais répondre en deux temps, si vous permettez, et je ne suis pas sûr que la réponse puisse être satisfaisante, parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire, enfin dire. Et en tout cas, je sais ce qui pourrait être dangereux, c'est de considérer que les personnes qui ont des troubles cognitifs sévères, qui nous choquent parfois, parce qu'elles ne sont plus ces personnes que nous avons connues et que nous avons aimées, entre guillemets, ça serait considéré qu'on peut décider d'arrêter leur existence, alors qu'elles ne demandent rien. Autant, de mon point de vue, la question dont on débat ce soir, c'est de respecter une demande, quand on a fait l'effort de vérifier que la demande correspond à une volonté. Comment on fait, et ça ne remet pas en question la justesse du propos que vous avez, comment on fait lorsqu'on est face à une vie qui nous apparaît complètement insensée, ou une survie qui nous apparaît insensée, mais qu'il n'y a aucune demande. Il y aurait, de mon point de vue, un véritable risque, parce qu'on peut penser ça à titre individuel, mais de là à dire on peut administrer un produit létal à des gens qui ne le demandent pas, vous voyez la porte qu'on ouvrirait. Nos collègues belges m'avaient invité il y a 3-4 ans, je pense, au Parlement à Bruxelles, à débattre avec eux sur cette question, puisque pour aller faire évoluer leur droit qui dépénalise depuis 2002 l'euthanasie, ils se demandaient s'ils ne pourraient pas administrer un produit létal en invoquant cette situation insensée parfois, ou perçue comme insensée des personnes. Ils n'y sont pas allés. On n'administre pas de produits létaux à des gens qui ne le demandent pas, hein, en Belgique, aux Pays-Bas. Ils ne sont pas allés, mais après un débat, en disant, mais au fait, nous, ça nous apparaît insensé. Mais sommes-nous sûrs que ces personnes qui ont des troubles cognitifs sévères sont malheureuses? Je ne sais pas répondre aux questions que je pose. Hein. Mais j'ai déjà raconté une anecdote sur ce sujet, mais je ne vais pas reprendre tout cela, mais la preuve est faite maintenant dans les travaux rares que nous menons en sciences humaines et sociales sur ce qu'éprouvent les personnes atteintes de troubles cognitifs. C'est qu'elles ne sont pas dénuées de vie psychique, ces personnes. Elles ont une altération cognitive, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont plus de vie psychique. Elles ne sont pas mortes. Elles ont une altération de leur capacité relationnelle. Mais pour certaines d'entre elles, de toute évidence, dans les travaux qui commencent à sortir, ça semble être un peu libérateur, hein, en fin de compte. Donc, ce qui nous apparaît, nous, comme insensé, parce que ce ne sont plus les mêmes personnes, si on ne raisonne pas, si on essaie de se décentrer, de se dire c'est pas à moi de dire là où je suis, est-ce que la vie d'autrui vaut la peine d'être vécue, eh bien, on est face au doute. Parce qu'il y a aussi, je pense que c'est à ça que vous faisiez référence, des situations où on a la conviction que les personnes ne sont pas heureuses, voire sont malheureuses, voire sont souffrantes. Mais qu'est-ce que c'est que la souffrance de quelqu'un qui a des troubles cognitifs sévères? Encore une fois, je ne sais pas répondre à cette question, mais pour moi, ça appelle vraiment, vraiment, à la fois des travaux de recherche, à la fois une grande humilité, à la fois du respect pour ces personnes. Je trouve qu'une société qui dirait tous ceux qui ne correspondent plus à ce qu'on appelle un homme moderne, on peut le supprimer, c'est une société qui courrait un fort danger pour elle. Pour autant, c'est pour ça que je vous disais que je revendique une politique d'accompagnement du vieillissement et du vieillissement complexe. J'ai ce souvenir, puisque nous avons vécu dans nos régions une première vague de la Covid qui a été meurtrière dans les EHPAD, dans certains EHPAD. Hein. Je suis à Besançon, je me souviens d'un EHPAD de 80 places où 60 personnes sont mortes en une semaine lors de la première vague. Vous vous rappelez peut-être, il y avait eu une manifestation à Mulhouse, je crois, de religieuses, et puis il y avait eu un malade avec contaminé finalement plein de personnes. Et nous avons fait des travaux, j'avais été chargé au titre de la plateforme nationale de recherche sur la fin de vie que je préside encore, de coordonner des travaux de recherche pendant la Covid, pour voir ce qui se passait également pour les personnes atteintes de troubles cognitifs. Puisque comme aller expliquer à une personne qui ne comprend pas qu'il faut prendre des mesures barrières, se mettre à distance, ne plus... par définition, les personnes ne comprennent pas, puisque c'est leur pathologie. Qu'est-ce que nous avons eu comme possibilité dans les endroits qui ne pouvaient pas avoir d'espace de déambulation? On a enfermé parfois des personnes.
Et comme quand on enferme quelqu'un qui a des troubles cognitifs, il présente d'autres troubles qu'on appelle des troubles du comportement. En fait, ce ne sont pas des troubles, c'est des manifestations comportementales de son angoisse envahissante. Ce sont des gens qui même peuvent devenir un peu violents. Et donc pour qu'ils ne le soient pas violents, on les a parfois traités, voire attachés. Et certains sont morts de cette manière-là. Ça, c'est indigne. Ce qui est indigne pour moi, c'est qu'on n'ait pas été capable dans notre société de voir venir cette réalité et de ne pas être capable de l'accompagner. Je trouve qu'il y a un travail énorme à faire et on n'investit pas assez. Alors, en gériatrie, on a eu énormément de travaux de recherche pour trouver une molécule qui guérirait de cette maladie-là. Mais est-ce qu'on a vraiment travaillé sur l'accompagnement de ces personnes en matière d'ordre ? Pas assez. Et je trouve qu'il y a là, pour moi, une vraie réflexion de fond à avoir et remettre en question ces politiques d'accompagnement du vieillissement. Vous le savez, hein, s'il y a une chose qui a été démontrée, si je reste sur la logique des EHPAD en particulier, c'est que c'est pas logique, les politiques qui ont fait qu'on n'a pas parfois d'alternative à l'EHPAD. On savait depuis longtemps que rassembler entre eux des personnes fragiles, âgées, et parce qu'elles sont âgées, immunodéficientes, dans un même lieu, avec un petit virus pas très sympathique, mais ça a produit ce que ça a produit. On a fait mourir des personnes. Alors, on a fait mourir. On n'est pas un tribunal, je ne désigne pas les coupables, mais on a aujourd'hui des travaux qui tendent à montrer qu'on a eu ce qu'on appelait avant des syndromes de glissement par déficit. Donc des gens qui se laissent mourir littéralement par déficit de vie relationnelle pendant cette période. L'accompagnement. Des associations comme les vôtres, à mon avis, vous allez être de plus en plus sollicités pour aller dans ces parce que c'est une population qui augmente. Hein. L'accompagnement de ces personnes, le fait de ne pas les laisser seuls, le fait d'être avec, le fait d'accepter de ne pas comprendre ce qui se passe, et le fait d'être présent. La présence a un rôle incroyable. Moi, je suis admiratif, par exemple, dans cette population, du travail que font les aides-soignantes, qui travaillent sur le corps de ces personnes. C'est un moment de communication très fort, la toilette. Et on devrait travailler là-dessus. On a un jeune chercheur là, qui travaille là-dessus en ce moment. Je suis impressionné de voir comment ces moments de corps à corps sont des moments chargés de sens et qui pourraient nous servir à recréer une forme de communication là où on pense qu'il n'y en a plus. Il y a beaucoup de progrès à faire, et à mon avis, l'opposé du progrès, ça serait de dire ça c'est un problème, ces personnes sont un problème, il faut résoudre le problème, il faut enlever les personnes. C'est pas ce que vous dites, hein, bien entendu, hein, j'ai bien compris hein, votre propos. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif. C'est très compliqué, c'est très questionnant ces situations. Et ça appelle, à mon avis, beaucoup d'humilité. Et surtout, évitons les discours trop savants. Hein. Pendant la Covid, les médecins ont un peu, pour certains d'entre eux, hein, pas nous bien sûr, hein, mais trop parlé. Quand on ne sait pas, pourquoi on dit qu'on ne sait pas? Pourquoi on ne dit pas qu'on ne sait pas? Il y avait beaucoup de savants qui se sont exprimés alors qu'on était face à un impensé complet. Et je pense que l'humilité, ça nourrit la confiance. Et l'inverse produit ce que ça a produit. Ici, vous avez raison, c'est un risque. C'est un risque évident. C'est un risque, mais c'est plus un risque. Je vous citais la réalité des suicides de certaines personnes âgées, hein, de certaines catégories de personnes âgées qui préfèrent le suicide à l'enfermement ou à la contrainte ou au sentiment d'indignité. C'est pourquoi, je le répète, hein, et vous avez raison, même si on met de côté l'euthanasie, qu'on parle de l'assistance au suicide, c'est ça que vous disiez, je pense, la nécessité absolue, corrélative, de l'éventuelle réflexion sur une évolution du droit, c'est
une orientation effective des politiques d'accompagnement du vieillissement. Je pense que tout cela va prendre du temps, hein. C'est quelque chose qui prend du temps, mais pour le dire un peu crûment, j'en ai un peu assez, moi, des grands discours et des actes qui ne suivent pas les discours. Dans les faits, le débat public, il doit amener, de mon point de vue, nos représentants politiques, c'est-à-dire, voilà le choix et l'orientation que nous prenons de notre société. Et ce choix, il est basé sur le débat que nous avons là. Et personnellement, vous l'avez senti, je pense que c'est plus qu'évident, je pense qu'il faut faire le choix de la solidarité. Mais il y a beaucoup de moyens à mettre. Et si on les met là, on ne les mettra pas ailleurs. Mais être politique, c'est être courageux, en théorie. Moi, quand je disais que les temps ne se croisent plus, les temps des soignants et les temps des patients, pour le dire simplement, j'espère que je ne vais pas vous choquer en disant ça, mais ce n'est pas les aumôniers qui vont répondre à cette question. Hein. Et il faut qu'on repense à valoriser la valeur, la vertu du temps passé avec la personne. Un système de santé qui ne reconnaît pas la relation comme étant centrale dans le soin est un système de santé qui s'oublie, qui a oublié que soigner, c'est écouter, c'est dialoguer, c'est débattre. Et pas débattre seul. Alors pour le coup, je rejoindrai notre proposition où on se tourne aussi vers les bénévoles. Le débat, la discussion, l'écoute, c'est pas l'affaire que des professionnels, mais c'est quand c'est plus la possibilité des professionnels, on passe de l'absence de soins à la maltraitance. Et donc, de mon point de vue, c'est quand même une urgence. J'ai eu l'occasion d'en discuter récemment avec, et depuis longtemps d'ailleurs, il se trouve que moi, dans le passé, j'ai piloté un des anciens plans de développement des soins palliatifs, et j'ai l'impression qu'on dit la même chose depuis très longtemps. C'est aussi pour ça que je pense qu'il faut arrêter avec cela. Je me souviens avoir rencontré le directeur de l'adresse à l'époque, enfin peu importe, au ministère, quelqu'un qui était chargé de la réforme, de la valorisation des actes en médecine. Et lui avoir dit, aujourd'hui, on valorise des actes qui sont plutôt des actes techniques en médecine. Peu importe les noms s'avancent. Ça s'appelle la tarification à l'activité ou la médecine à l'acte, etc. Mais en réalité, on ne valorise pas ce temps soignant de base et l'écoute attentive de la souffrance d'autrui, et l'aide au cheminement d'une personne dans l'acceptation ou pas de sa maladie. Quel dialogue entre professionnels de santé pour fixer des niveaux de soins, débattre de la pertinence de faire ou de ne pas faire. Si on arrive à valoriser ça, à mon avis, on fait revenir des soignants. Si on ne continue à ne pas regarder cela comme le cœur du métier de ce que soigner veut dire, à mon avis, notre système est en perdition. Donc il faut l'ouvrir. Moi, je suis en train de monter un projet d'institut des vulnérabilités liées à la santé, un institut hospitalo universitaire. Je le monte avec les représentants des usagers et je suis surpris moi-même, je pourrais m'auto-critiquer, de voir qu'on est capable de penser des systèmes de santé pour des malades sans les malades. Comme si ces personnes, dans ce qu'elles éprouvent, dans ce qu'elles vivent, n'avaient pas quelque chose à nous apprendre. Bon, ça commence à bouger. Je suis enseignant, chercheur, je vois bien que j'invite maintenant des malades à être des enseignants, à témoigner de ce qu'être malade peut signifier. Pourquoi voulez-vous qu'on le sache? Moi, je ne suis pas malade, pas encore. Mais cette expérience profane et celle du malade, c'est une expérience fondamentale. Et donc, du coup, au minimum, le soignant que je suis doit pouvoir écouter la parole de celui qui éprouve quelque chose que je n'éprouve pas, que je ne connais pas. Non, je pense réellement qu'il ne faut pas qu'on... Votre question, c'est comme si aussi je me tournais vers mon voisin en disant ben c'est vous maintenant qui allez vous occuper de tout ce qui est relations. On va appeler Jeanne Malve pour
compenser l'absence de soignants qui n'ont plus le temps. Ça serait, excusez de dire ça, je pense que ça serait une connerie, je ne me choque pas en disant cela. Hein. Et puis ça serait une dérive professionnelle du bénévolat, alors qui est à mon avis la mort du bénévolat. Et puis surtout, je pense qu'on oublie ce que soigner veut dire. Donc revenons à cela, et je pense qu'on tient là d'ailleurs une clé de la crise du système de santé, me semble-t-il. Une des clés, restons modestes. Bonsoir, Thierry Lemoine, président du groupe des médecins. Je vous remercie surtout pour cette intervention sur la réorganisation du système de santé, parce que je crois que c'est absolument primordial. Petite statistique, en 2030, 40% des Français n'auront plus accès à un médecin traitant. Donc il est évident qu'il va falloir qu'on mette les moyens pour remettre notre système de santé à flot, et en particulier pour les personnes vulnérables. Voilà, donc je pense que c'est extrêmement important. Il va falloir qu'on travaille de manière différente, qu'on travaille effectivement de manière coordonnée, et c'est primordial. Les associations sont, à mon sens, très importantes, et j'étais aussi très intéressé par le fait que vous disiez que la fin de vie n'est pas uniquement un problème médical. Je pense que c'est un problème médical pour avoir un avis technique, et puis surtout pour recueillir au départ les directives anticipées des patients. Et c'est là-dessus, je pense qu'il faut qu'on fasse des progrès, parce que très honnêtement, moi je suis médecin généraliste, et je pense que je ne les recueille pas suffisamment. Voilà, je n'ai pas forcément de questions, mais c'était des remarques. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Je poursuis ce que vous dites à propos des directives anticipées. Pour moi, c'est un acte extrêmement complexe. C'est même pas un acte, c'est un processus, les directives anticipées, qui prend du temps, qui mobilise énormément. C'est très énergivore. Parce que, vous savez, il s'agit quand même d'entamer une discussion où les deux protagonistes, le médecin et la personne malade, n'ont pas envie qu'on aborde le sujet dont il s'agit. Donc, il y a un peu une espèce de contradiction, tout en sachant la nécessité qu'il y a d'aller sur ce terrain-là. Ça prend du temps, ça oblige à respecter les résistances de l'un et de l'autre, et ce temps-là, ce temps, il n'est pas valorisé aujourd'hui. On s'étonne que les Français n'écrivent pas de directives anticipées, mais on a un système qui ne permet pas l'élaboration de ce processus qui peut conduire une personne, après avoir réfléchi, dialogué, à écrire, ce qu'elle ne souhaite pas en particulier. Donc, pour moi, ça renvoie à repenser assez fondamentalement ce que soigner veut dire. Et je considère que c'est un soin, ça, pour moi. C'est très complexe, c'est très impliquant, c'est très difficile, me semble-t-il. On a un peu gambergé en pensant que être médecin, c'était être technicien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être, mais ce n'est pas que cela. Et ce qui est le plus dur en médecine, je vous le disais, je crois, tout à l'heure, c'est d'écouter la souffrance sans pouvoir y apporter autre chose que de l'écoute. Et deuxièmement, c'est parfois de décider de ne pas faire. C'est le paradoxe. On va demander à la médecine de demain de démédicaliser, en quelque sorte. Et pourtant, on en est arrivé là. Et c'est important, de mon point de vue, d'influencer. Alors, il se trouve qu'au titre du Comité national d'éthique, je viens d'être nommé garant dans le cadre du CNR Santé. Donc j'ai vu le ministre, alors garant, je me demandais ce que ça voulait dire. Je me méfie aussi d'être nommé. Donc je suis allé voir le ministre en lui disant moi je serai garant que les orientations qui vont être prises reposent sur un fondement éthique, respectueux des personnes. Ça, je peux le faire. Par contre, je ne serai pas oui qui va valider tout ce qui pourrait sortir d'un ministère parce que ça sort d'un ministère. Mais je me dis que l'occasion est bonne, à mon avis, parce que de là où je me situe, je peux mesurer, si vous voulez, alors n'y voyez pas de prétention parce que plus j'avance en âge, moi ça m'intéresse ces histoires d'ego, etc. Et bien, je mesure combien les gens qui décident sont très loin du terrain. Combien, depuis des années que nous alertons sur la crise du système de soins et du système de santé, nous ne sommes pas entendus. Je me souviens d'un ministre de la Santé, qui n'est pas l'actuel, qui me disait « Mais Régis, qu'est-ce que vous êtes pessimiste ?» Je disais « Mais moi je suis réaliste.
Et vous, vous êtes dans la Lune. Parce que vous ne voyez pas, tout médecin que vous avez été, vous ne voyez plus ce qui se passe au fond, au cœur du système de soins. Et il s'y passe beaucoup de souffrance. Et ça va exploser. Donc je pense qu'il faut que... Vous voyez, c'est aussi pour ça qu'à mon avis, il faut qu'on participe de ce débat, nous autres, les acteurs de terrain. Il faut relayer tout cela et défendre des valeurs. C'est des valeurs éthiques, hein, c'est des valeurs de respect des personnes dont on est en train de parler. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre enjeu que celui-là. Hein. Et personnellement, je pense qu'il faut, là, de façon un peu urgente, mettre un coup de projecteur sur la réalité que ne voient pas, par déni collectif, nos décideurs, quels qu'ils soient. Alors c'est très écuménique, hein. Ça va de la gauche à la droite, hein, tout ça. Donc c'est pas le problème. Hein. Mais de mon point de vue, on a une période clé. On ne peut pas impunément être confronté au vieillissement de notre population, à l'augmentation sans précédent des maladies chroniques en fait, que nous générons, que nous contribuons à générer, et ne pas accompagner ce à quoi nous contribuons. On ne peut pas être indifférent à ça, et notre société ne peut pas être indifférente au sentiment de non-appartenance que commencent à éprouver des personnes vis-à-vis de la société dans laquelle elles sont. Donc pour moi, c'est un peu de la résistance. Être professionnel de santé, c'est être un résistant, en quelque sorte, pour protéger des valeurs humaines fondamentales. Il n'y a rien de religieux dans mon propos, hein, vous m'entendez bien, hein, c'est vraiment... C'est vraiment des valeurs philosophiques de base, à mon avis, du soin. Réponse rapide, si je peux dire des choses comme ça. La formation, vous avez raison, c'est le levier essentiel, à mon avis, du changement de culture ou de pratique. Mais c'est compliqué. Hein. J'ai assisté, moi, en tant qu'enseignant, à des réformes dont je pense qu'elles sont plutôt utiles, mais il y a quelque chose qui ne change pas et que je déplore, c'est que pour aborder les questions de communication dans le champ de la santé, de la relation, ou l'apprentissage du débat entre professionnels de santé, la réflexion éthique, on n'a pas, pendant ces longues années de formation, de temps où ceux qui vont devoir travailler ensemble se forment ensemble. La formation, elle est en silo, elle est monodisciplinaire, c'est assez étonnant. Dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Comment voulez-vous qu'on apprenne à réfléchir et à débattre si on n'apprend pas ensemble, avec des futures infirmières, des futurs médecins, et avec des patients. Donc on a une refonte, mais qui est assez fondamentale du système de formation, qui, à mon avis, ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Et puis, je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vous avez raison sur la question des directives anticipées. Je répète qu'il s'agit, de mon point de vue, d'un long processus qui commence très tôt, qui devrait commencer par petites touches lorsqu'on annonce à quelqu'un qu'il est atteint d'une maladie grave, qui peut être mortelle, qui ne le sera pas forcément. Mais commencer à penser à ce qu'il peut advenir ne le fait pas advenir. Mais amène la personne, petit à petit, à son rythme, avec un soignant, avec un médecin, à aborder des questions qu'on n'abordera certainement pas à la toute fin. C'est pas quand les gens vont très mal qu'on leur dit « dépêchez-vous d'écrire des directives anticipées ». Ça veut rien dire, c'est pas possible, tout simplement. C'est pas possible. Les gens ne le font pas, d'ailleurs. Donc, vous voyez, c'est une dimension, à mon avis, qui appelle une réforme assez profonde de l'organisation même du système de santé, ça. Juste un point, si je peux me permettre. C'est presque en fait en amont. Je me demande si c'est pas quand les gens ne sont pas malades qu'il faut parler de quels sont mes souhaits pour le jour où je serai malade, pour favoriser en fait cet échange au sein des familles. Moi, je vois trop en fait, parfois aussi à la clinique, en fait, des gens qui se sont pratiquement peu parlé sur la mort. Et finalement, avec parfois cette négation de la mort, où on nie finalement cette possibilité. Est-ce que c'est pas plus en amont qu'il faut la remonter? C'est quoi mes souhaits? S'informer pour commencer à
à savoir quels sont mes droits, quelles sont mes possibilités si j'étais un jour malade. Et ça, c'est peut-être un temps de préparation à ce moment-là qu'il faut faire. Oui, probablement. Ceci dit, probablement, et vous avez raison, je pense que c'est pas de parler de la fin de la vie et de la mort qui fait venir la fin de la vie et de la mort. Donc, il n'y a pas de risque à parler. Jamais. Et en réalité, je pense que le risque, c'est qu'on se mette à réfléchir au sens de ce que vivre veut dire. Ce qui ne croisera pas forcément le sens de nos vies actuelles, dans nos sociétés en crise. Toutefois, j'attire votre attention sur le fait que c'est quand on est malade qu'on entre dans une réflexion, qu'on peut entrer dans cette réflexion-là. Je répète que celui qui éprouve la maladie dans son corps, d'un seul coup, il sent qu'il y a quelque chose qui change dans son rapport avec son corps, etc. C'est dès le début de la maladie, à mon avis. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas tort, hein, il faut en parler, y penser avant, mais aujourd'hui, par exemple, ceux qui ne sont pas malades peuvent avoir les idées très claires sur ce qu'ils ne voudraient pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler. Ça veut dire que ça n'a pas la valeur que va avoir le cheminement de quelqu'un qui est malade et qui va, à mesure qu'il discute de ces questions-là, être amené à discuter, à faire des choix qu'il assumera et sur lesquels il peut revenir. Hein. Il y a une directive anticipée, on a le droit de changer d'avis. Hein. Vous avez raison, hein, c'est un risque qu'il ne faut absolument pas nier et qui est grand. Je le disais tout à l'heure, hein, le temps politique, ce n'est pas le temps de la réforme en profondeur de nos sociétés. Mais on est en crise. C'est pour ça que j'ai commencé mon propos par la description un peu pathétique, mais de la situation de crise dans laquelle se trouve notre société, notre système de santé, etc. Et du coup, si on ne débat pas, si on ne propose rien, là c'est sûr qu'on va dans le mur, de mon point de vue. Si on débat, si on propose, il y a des chances qu'on aille quand même dans le mur, mais peut-être qu'on y arrivera moins vite. Et puis, je continue, un peu naïvement, je pense, je le reconnais, à penser que dans une société, débattre, c'est faire avancer. Et même si ce qui sera décidé ne sera pas ce qu'on aurait souhaité là, ce qui sera décidé ne sera pas la même chose que ce qui aurait été décidé sans délibération. C'est très modeste, hein, mon propos, mais je crois encore, et je défends cette dimension dans une démocratie du débat citoyen sur ces questions-là, et puis de l'éclairage par le citoyen du parlementaire. Ça, c'est peut-être le point le plus difficile. Après, les dérives politiciennes, les instrumentalisations politiciennes de débats de fond, de nature éthique, c'est dramatique. C'est ce qui fait sombrer nos sociétés actuellement. Donc peut-être il faut redresser un peu la tête. Je trouve que c'est effectivement, nous vivons une époque merveilleuse où tout ce qui est profond n'a plus de valeur. Donc un des enjeux, c'est avec simplicité de remettre à plat les questions de fond dans une société. Et la question, c'est pourquoi, y compris au sein du CCNE, d'aucuns nous ont reproché à dire mais pourquoi c'est pas la question de la fin de vie en ce moment, c'est la question de la crise. Mais au travers de notre capacité à appréhender la question de la fin de vie, on voit bien que c'est la question de la vie qu'on aborde, du sens, de l'organisation, etc. Bon, je ne suis pas très optimiste pour être très honnête avec vous, mais je refuse d'être totalement pessimiste. J'ai l'impression que je fous le moral à zéro en répondant à des choses comme ça. Actuellement, il n'y a pas de registre national des directives anticipées. Ça a été pensé il y avait quelques années, au moment de la loi d'ailleurs, de 2005 ou 2016. Il n'y en a pas, et donc c'est un document écrit ou un document informatique hein, qu'on doit donner à ceux dont on sait qu'ils sauront l'utiliser. Donc à mon avis, il faut le diffuser assez largement quand on écrit des directives anticipées.
Moi, en tant que médecin, je fais parvenir souvent les directives anticipées pour des patients qui ont des pathologies chroniques qui peuvent décompenser de façon aiguë et qui ont écrit les choses très clairement au service d'urgence. On appelle ça des patients remarquables, c'est-à-dire que si quelqu'un se présente dans un service d'urgence parce qu'il y est amené dans une situation qu'il a anticipée et sur laquelle il a des idées claires qu'il veut ou qu'il ne veut pas, par exemple une assistance ventilatoire, etc., eh bien, je vous rappelle que ces directives, elles sont contraignantes, hein, donc si elles sont connues, elles seront utilisées. Moi, je crois quand même beaucoup, même si c'est un peu un avatar depuis longtemps, au dossier médical partagé et tout de même pour le futur au numérique, qui peut beaucoup aider. Beaucoup aider. Je travaille, on a un comité national du numérique, d'éthique du numérique, mais je travaille beaucoup avec c'est un domaine dans lequel je suis totalement incompétent, mais je mesure combien, en termes de traçabilité, le numérique, ça va devenir quelque chose de très prégnant. C'est-à-dire qu'on peut enlever ce qu'on a écrit, on peut modifier ce qu'on a écrit, et en même temps qu'on le modifie, il est modifié pour tout le monde, et il sera théoriquement accessible à tout le monde. Donc à mon avis, c'est plutôt dans cette perspective qu'il faut aller, une numérisation de directives anticipées. Et ça prend du temps parce que, par exemple, il y a beaucoup de personnes âgées aujourd'hui qui ne sont pas du tout dans cette dimension-là, mais on peut très bien numériser un document papier, c'est pas un problème. En écoutant un petit peu les uns et les autres, je me disais que quand même il y avait une dimension très importante qui me semble l'accompagnement des familles, l'accompagnement de la société dans son ensemble, parce que je crois que les questions qui ont été évoquées, qui reviennent souvent, d'un souhait de ne pas se voir se dégrader ou de ne pas voir des proches se dégrader, et préférer mourir plutôt que ça, c'est comme de vouloir faire survivre une image de soi au prix éventuellement de renoncer à la vie même. Et il y a derrière ça un affect de honte qui est très contagieux éventuellement, et qui peut être aussi source de beaucoup de culpabilité. Je crois qu'alors, ça a dû sûrement toujours être difficile, mais dans nos sociétés actuelles, qui sont effectivement reconnues comme étant très narcissiques, enfin beaucoup appuyées sur une image de soi, eh bien, on entend souvent qu'on ne va pas voir un proche en fin de vie parce qu'on veut garder une bonne image de lui. Et ce n'est pas forcément de l'égoïsme, c'est aussi parce qu'on se met à la place de l'autre et qu'on suppose que l'autre ne peut en aucun cas vouloir qu'on ait cette image dégradée de lui. Et alors si ce type de dimension n'est pas accompagné pour pouvoir ouvrir sur le fait qu'il peut se vivre autre chose, qu'il peut se passer autre chose autour de ces moments-là, les gens sont bloqués dans des situations infernales avec une culpabilité de ne pas pouvoir agir pour arrêter ça. Comme si l'euthanasie, c'était le seul secours possible qu'on pouvait apporter, soit à soi-même, soit à un proche, enfin, comme si c'était le seul geste humain possible, qui était de sauver une bonne image. Enfin, c'est pas seulement ça, il y a aussi la question, bien sûr, de la souffrance qui est toujours présente, mais il y a quand même cette question-là. Alors, je pense que vous qui êtes accompagnants, sauf à être tous de graves masochistes, pour accompagner des personnes en fin de vie, vous portez en vous le fait qu'il y a autre chose à partager, qu'il y a autre chose à vivre, à accompagner, même s'il ne s'agit pas d'idéaliser, que c'est sûrement souvent remuant et difficile. Mais voilà, je pense qu'il y a un accompagnement nécessaire des gens qui sont confrontés dans l'entourage à ce type de situation. Voilà. Merci, je suis bien évidemment d'accord avec ce que vous dites, mais j'essaie de situer ma réflexion à un autre niveau. Vous l'avez compris, je pense, hein. C'est un niveau politique. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, individuellement, il faut que l'environnement, les proches, la famille, soient eux-mêmes accompagnés pour démystifier en quelque sorte cette vision-là. Mais je pense qu'on est dans un problème de nature politique, sociétale, qui fait qu'aujourd'hui, on regarde les personnes qui ont des troubles cognitifs, qui ont des troubles sphinctériens, que sais-je, etc., comme un problème. Et ça,
même quand on a des troubles cognitifs, on le perçoit, qu'on a un problème. C'est ce qu'on appelle une réification des personnes. Et ça, c'est très dangereux dans une société. Individuellement, on peut se dire, ben, je fais de l'accompagnement, j'aide les gens, mais si, au niveau politique, on ne revient pas sur cette dimension du devoir de solidarité vis-à-vis des personnes les plus vulnérables, à mon avis, c'est peine perdue. C'est pour ça que je tire la sonnette d'alarme politique au sens noble du mot, si tant est qu'il puisse avoir un sens noble. Et oui, et en même temps, soyons vigilants à l'excès de normes. Enfermer ce qui peut devenir des directives anticipées dans un formulaire ou dans une façon de les écrire peut être, à mon avis, empêcher les personnes d'aller là où elles ont envie d'aller. Il faut faire très attention, je trouve que c'est un peu comme la démarche, ces démarches... on a par exemple dans le champ de la démarche qualité, toutes les procédures qu'on voudrait mettre derrière tout cela. Je reviens sur la distinction entre une procédure, vous décrivez une procédure, on a des guides, il y a des références de deux associations militantes totalement opposées que vous venez de nommer. On fait des formulaires. Et moi j'essaie de vous dire que ces procédures c'est un peu gênant et qu'il vaut mieux un processus, c'est-à-dire quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Au T, on ne va pas écrire de la même manière qu'au T plus quelque chose. Et si on a sanctuarisé quelque chose dans le temps, c'est un peu difficile. Donc je suis un peu un ennemi de ces procédures qui nuisent gravement à la santé, pour finir quand elles sont excessives. Je ne suis pas contre les procédures, hein. Elles ont montré leurs bénéfices dans les démarches qualité, etc. Mais il faut faire très attention quand quelqu'un vous dit c'est comme ça qu'il faut écrire ces directives anticipées. Moi j'aime autant qu'on nous dise écrivez ce que vous voulez, mais voilà ce que c'est que les directives anticipées. Vous voyez, c'est comme si on voulait essayer de faire l'économie du besoin de dialoguer avec une personne pour lui faire comprendre ce que c'est ces directives anticipées, et pas celles qui rentrent dans un endroit où il faudrait cocher oui, non, comme vous dites, terrifiante parfois. Donc il y a tout un travail, c'est pourquoi je parle d'accompagnement, de processus d'accompagnement qui m'apparaît être beaucoup plus important que les formes terrifiantes ou pas d'ailleurs, banales parfois, réductrices de certains modèles de directives anticipées. Oui, j'en ai assez peu parlé, mais vous avez raison. Le CCNR, pas forcément dans cet avis précis, mais dans un avis antérieur, l'avis 136 sur les enjeux éthiques du consentement, avait d'ailleurs dit qu'il faudrait peut-être renforcer la place de la personne de confiance, qui, je le rappelle, est une personne qui est désignée par la personne malade, se sachant malade et peut-être en capacité de ne plus avoir la capacité d'exprimer son avis. Désigne une personne dont il sait qu'elle pourra être son porte-parole. Cette personne de confiance, c'est pas celle qui dit « moi je pense que », c'est celle qui dit « je crois pouvoir dire qu'il aurait dit ça ». Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Donc c'est quelqu'un qui, s'il est désigné, doit bien savoir de quoi il s'agit et doit donc avoir, à mon avis, une éducation ou une formation à cette question-là. On pense qu'à mesure qu'on fabrique finalement des situations où la dépendance ou la perte de la capacité d'exprimer son avis augmente quantitativement, il faudrait qu'on augmente les exigences et peut-être la valeur et la place de la personne de confiance. Par exemple, lorsqu'il s'agit, on parle là de décision quand le principal intéressé ne peut pas donner son avis. Et s'il n'a pas écrit de directive anticipée, qui elles sont contraignantes, on va solliciter la personne de confiance pour savoir
selon elle, ce qu'il aurait pensé. Mais la vie de la personne de confiance n'est pas contraignante dans le droit actuel. Et peut-être qu'il faut réfléchir à le rendre plus, pas forcément contraignant, mais plus important. Parce que les déterminants d'une décision, par exemple, d'arrêt de traitement chez quelqu'un qui n'est plus en état d'exprimer son avis, il est dans le coma, il est dans un état végétatif chronique. Est-ce que les déterminants de cette décision, c'est des déterminants médicaux? Ou est-ce que finalement ça fait beaucoup plus référence à la personne, à la connaissance qu'on a de la personne, à ses références à cette personne, etc. Et c'est là qu'à mon avis, le rôle de la personne de confiance pourrait être renforcé, nous semble-t-il, au titre du CCN. Non mais c'est très juste ce que vous dites, c'est pour ça que moi j'insiste pour parler de culture palliative. S'il faut qu'on attende d'avoir un expert qu'on appellerait et qui viendrait et qui serait forcément, qui aurait un don d'ubiquité, qui se déplacerait sur toutes les situations de fin de vie pour donner la bonne parole, on se trompe. En revanche, il n'est pas normal qu'un professionnel de santé n'ait pas une culture palliative. Et il n'est pas normal qu'il n'ait pas été formé. Et comment on forme une culture? C'est pas par un module de soins palliatifs, c'est par l'insertion de la réflexion éthique et des soins palliatifs dans chacun des modules de formation que vous avez. En tout cas, c'est comme ça que je verrai les choses, avec des points de rencontre dans la formation entre des futurs médecins, des futures infirmières. On le fait, hein, moi je l'ai fait de façon expérimentale pendant des années dans la faculté à laquelle je collabore, là, et ça, c'est très fécond quand on fait travailler des professionnels ensemble. Et puis on est en train, par un travail de recherche, de mesurer ce que ça produit sur quelques années. Ça a l'air d'être plutôt positif. Mais alors il y a ça, il y a la formation, et puis je reviens sur la valorisation du temps. Tant qu'on n'aura pas tout cela, la formation, la valorisation du temps, on n'attirera pas tant que cela des professionnels de santé. Hein. Je ne veux pas vous dissuader de faire ce métier, parce que c'est le plus beau métier, hein, mais contribuez s'il vous plaît à changer un peu cette profession. Bon courage. Alors pour moi, les équipes mobiles de soins palliatifs, c'est un dispositif extrêmement original et intéressant. Je fais partie de ceux qui ont fait émerger ces dimensions il y a longtemps, quand je travaillais au ministère de la Santé, parce que je pense qu'on fabrique des situations très complexes, en l'occurrence sur des questions relatives à la fin de vie, mais c'est vrai en gériatrie aussi, etc. Et ces équipes ont pour mission d'éclairer les professionnels de santé des différents services ou des différents endroits dans lesquels s'opère le soin. C'est-à-dire qu'elles vont aider un médecin généraliste, elles vont aider un médecin hospitalier, elles vont aider des infirmières à voir ce qu'elles ne voient pas forcément, à comprendre ce qu'elles n'ont pas forcément le loisir de discuter. Et finalement, ce sont des équipes qui aident, qui acculturent les professionnels. Ce n'est pas des experts qui viennent dire la bonne parole et dire vous faites ça, puis c'est moi qui décide. C'est des personnes qui viennent en conseil, en soutien, en éclairage, et qui contribuent à former en continu les professionnels. Pour moi, c'est très important parce que quand on avait fait émerger, mais ça fait très très longtemps, cette notion d'équipe mobile, pour ne rien vous cacher, j'ai un parcours aussi de formation en philosophie. Enfin, mon maître était Edgar Morin à l'époque, et Edgar Morin travaillait, j'étais dans son équipe brièvement, sur la complexité dans le champ de la santé. C'était le champ de mon travail de thèse à l'époque. Il avait montré que on peut appréhender une situation complexe en santé, ça impose une interdisciplinarité et ça impose une extériorité. Et les équipes mobiles, elles ont cette mission-là, c'est-à-dire qu'elles sont extérieures, elles ne sont pas dans l'action. Et elles sont internes tout à l'heure, mais on a créé près de 450 équipes mobiles en France. Je sais qu'ici, il y a des collègues qui sont à la pointe de tout cela. Ces équipes qui étaient au début très intra-hospitalières sont devenues progressivement des équipes territoriales. Elles aident au suivi du parcours d'une personne qui ne fait que passer par exemple à l'hôpital, mais qui va aller dans un centre et qui va rentrer chez elle, etc. Donc, dans l'absolu, ces équipes, elles sont là pour aider des collègues qui sont confrontés à des questions complexes. Enfin, le collègue qui est médecin généraliste,
quand on est médecin généraliste, 3-4 fois par an, on rencontre des situations particulièrement complexes autour de la fin de vie. Donc on ne peut pas avoir toutes les compétences, surtout, j'espère ne pas être injurieux en disant cela, et la compétence, c'est de savoir qu'on n'a pas toutes les compétences. Et donc de pouvoir faire appel à un éclairage extérieur. Attention, quand on est un médecin généraliste, on est choisi par ses patients, et on a la confiance de ses patients. Donc c'est aux médecins généralistes, aux soignants de premier recours, d'être les acteurs. Les autres sont des éclaireurs, c'est tout. Il ne faut pas se substituer. Et à mon avis, on est là dans des enjeux de transformation profonde du système de santé avec ces équipes mobiles, me semble-t-il. La gériatrie est une discipline qui, de mon point de vue, alors qu'elle est très jeune, cette discipline, doit se réformer très vite pour être un épicentre du questionnement éthique. C'est une discipline médicale, mais qui devrait, à l'instar de la gérontologie, et pas simplement la gériatrie, être une discipline où les sciences humaines et sociales, les humanités, deviennent assez centrales. Il faut avoir beaucoup de rigueur dans l'analyse des situations, dans les limites, dans les possibilités. Et vous posiez la question, quand est-ce qu'on passe en soins palliatifs? Je ne sais pas répondre à cette question, mais je sais qu'on n'y répond pas si on discute jamais. Et donc on s'oriente vers des prises en charge plus symptomatiques ou de confort quand on a pu, dans des équipes, créer une dynamique de discussion sur le sens des soins et des traitements. Et ça, les discussions, elles doivent intervenir assez tôt, me semble-t-il. C'est difficile de ne pas faire. Vous vous en rendez compte, on est dans des logiques de l'action. Je disais tout à l'heure qu'on valorise, on favorise financièrement même cela. Et la gériatrie, c'est un des endroits où, parfois, décider de ne pas faire, Ce n'est pas rien faire que de décider de ne pas faire de traitement, parce que ça impose d'accompagner, de mettre des traitements symptomatiques, etc. Donc pour moi, c'est pour ça que je crois qu'il faut faire sortir les soins palliatifs des structures, et je parle de culture palliative. J'insiste beaucoup, mais s'il vous plaît, si vous le pouvez, travaillez avec les équipes mobiles, puisque je sais de faire le lien avec la question précédente, dont la mission est cette acculturation progressive. Paris ne s'est pas fait en un jour, et je pense qu'il faut des années, à mon avis. Et là, vous décrivez, vous, la crise que vivent les soignants, et particulièrement dans des services à haute densité éthique, à haute densité de dépendance, comme les services de gériatrie, où finalement tout le monde s'épuise en ce moment.